Merci beaucoup. Merci à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler du cas d'Albert Châtelet, un cas que je juge intéressant, mais dont j'ai déjà eu l'occasion de discuter. Et donc, je vous remercie de me donner l'occasion, justement, de faire le point sur le travail que j'ai déjà fait et la manière dont je voudrais le poursuivre par rapport à des questions plus directement liées à l'histoire de la discipline mathématique ou des sciences mathématiques d'une manière plus générale, parce que c'est un cas qui est intéressant parce qu'il pose problème, justement. Donc Albert Châtelet lui-même évoque sa carrière, plutôt lorsqu'il est à la fin de celle-ci, en 1953, en distinguant deux périodes d'activité mathématique, finalement, le moment de sa thèse et des suites jusque dans les années 1920, puis son retour aux mathématiques à partir des années 1940, lorsqu'il quitte le gouvernement et la direction de l'enseignement secondaire, où il y avait été appelé suite à la prise de poste de Jean Zé comme ministre de l'Éducation nationale. C'est aussi, en quelque sorte, ce que l'on voit dans un texte que Sébastien Gauthier a rédigé et qui devrait paraître en 2018, enfin un texte qui est écrit depuis un moment, mais qui évoque l'influence de la Première Guerre mondiale sur la communauté des mathématiciens français, communauté dont Albert Châtelet fait pleinement partie. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer, en fait, sa vie mathématique, sa vie d'une manière générale est compréhensible si on la met en regard de l'expérience qu'il a de la Première Guerre mondiale. Et donc, Sébastien Gauthier évoque aussi dans son texte un retour aux mathématiques dans les années 1940, retour justifié par le fait que c'est un moment où Albert Châtelet retravaille des textes, reprend sa recherche, produit de nouvelles choses, plutôt quand même des synthèses dans le domaine qui est le sien, à savoir la théorie des nombres. Et alors, moi, il ne s'agit pas de dire qu'il a fait de la recherche mathématique en théorie des nombres entre les années 1930 et 40, c'est pas le sujet, mais en revanche, d'un point de vue disciplinaire, du point de vue de la discipline elle-même, ce qui m'intéresse, c'est de regarder sa carrière d'une manière moins coupée. Et pourquoi ? Alors, déjà parce que, comme le montre également Catherine Goldstein, là aussi dans les travaux qui ont eu lieu dans ces dernières années sur l'entre-deux-guerres mathématiques, pour Albert Châtelet, il y a une manière de concevoir sa vie mathématique, sa vie scientifique, d'une manière extrêmement étendue et de ne pas complètement opposer quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement, de l'administration universitaire, avec la vie scientifique dans l'absolu, même si ce n'est pas de la recherche mathématique et de la production de nouveaux résultats. Mais il y a chez lui une continuité de cet ordre. Et pour ma part, je me suis intéressée plus particulièrement à ses activités éditoriales de nature plutôt scolaire, et à la montée en puissance, en fait, au cours des années, de son intérêt pour l'enseignement, et là, au sens large, jusqu'à l'école primaire, jusqu'aux classes enfantines, donc les classes maternelles, et son intérêt pour les mouvements pédagogiques. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une continuité qui se construit grâce à ces activités éditoriales qui débutent justement dans l'entre-deux-guerres, au moment où il abandonne peu à peu sa production de chercheur en mathématiques et au moment où il est recteur de l'Académie de Lille. Alors, ça c'est un travail dont j'ai déjà tiré un article qui va paraître en 2018 dans la revue Philosophia Scientiae, mais où, quand on met en regard l'édition, son engagement dans l'édition et sa carrière, on comprend aussi encore plus nettement pourquoi il s'oriente vers la réflexion pédagogique
après la Première Guerre mondiale. Alors déjà du fait qu'il est en tant que recteur nécessairement impliqué et intéressé par des questions éducatives pour le secondaire, mais aussi parce que justement des éditeurs scolaires lui demandent de diriger des collections de manuels, et il va vraiment prendre accepter ces projets et les prendre à cœur, et ne pas seulement donner en fait sa signature comme une sorte de garantie, validation autoritaire en fait venue du monde à la fois académique et administratif puisqu'il est alors recteur, mais il va vraiment s'intéresser à ce qui est fait dans les classes, à ce qui est publié, à la littérature pédagogique, et il va de fait s'engager auprès du groupe français d'éducation nouvelle, par exemple. Il va rejoindre, donc, comme je le disais, Jean Zay en devenant le directeur de l'enseignement du second degré. Avec un de ses co-auteurs, Georges Contevaux, il va, au sein du ministère, préparer une réforme qui concerne également l'enseignement primaire et qui va, par exemple, conduire à introduire un mode d'enseignement thématique dans des classes de fin d'études qui sont des classes qui permettent de prolonger la durée d'enseignement obligatoire en prolongeant un petit peu l'offre au niveau élémentaire primaire. Donc, dans ces réflexions éducatives, il entre par les mathématiques, alors des mathématiques pour les enfants, mais quand même des mathématiques. Mais, bien sûr, on a une forme d'intérêt qui est maintenue de cette manière-là pour la discipline, mais je pense qu'il faut quand même le qualifier, parce qu'il ne suffit pas de dire il a continué à faire des mathématiques. Alors certes, il continue à faire partie du milieu mathématique, mais ça ne suffit pas, enfin, c'est un petit peu léger. Et c'est dans cette direction que maintenant je voudrais aller pour préciser un peu mieux en quoi et comment cette activité éditoriale, cette réflexion pédagogique a pu alimenter sa réflexion et sa manière d'être actif dans le milieu mathématique, plus largement, et notamment au niveau du supérieur, ou au moins du début du supérieur. Donc là, une première étape pour moi, ça serait de regarder ce qui se passe autour de la Première Guerre mondiale. Parce que c'est dès ce moment-là, en fait, qu'il, je l'ai dit, il publie ses travaux de mathématiques en théorie des nombres, mais qu'il s'intéresse aussi, sous une certaine forme, à de l'enseignement, notamment de l'enseignement de mathématiques appliquées. Et il publie un traité en 1924 avec Joseph Campé de Ferrier, qui est également en poste à Lille, non pas à la faculté des sciences où se trouve alors Albert Châtelet, mais à l'Institut industriel, et qu'il a aussi connu parce que tous deux étaient pendant la Première Guerre mondiale à la commission de Gavre. Donc, on a une forme de continuité parce qu'après la Première Guerre mondiale, il poursuit ses travaux mathématiques et il publie pendant un certain temps dans ce domaine de la théorie des nombres. Et également, si on s'intéresse à sa réflexion concernant le calcul vectoriel, on peut voir qu'il a déjà commencé à travailler, à investir ce domaine parce qu'il était, avant la Première Guerre mondiale, chargé d'un cours à la faculté des sciences de Toulouse. Et donc, je le disais, lorsqu'en 1919, il est démobilisé, il reprend ses travaux de recherche et en même temps, il continue à travailler dans les domaines de la balistique qu'il a eu, qui était en fait ce pourquoi il était à Gavre. Et pour l'enseignement, il reprend à la fois un enseignement de mathématiques générales, mais aussi de mathématiques appliquées, et il fait notamment un cours à l'Institut industriel du nord de la France, là où est également en poste Campé de Ferrier. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait de voir, on peut effectivement voir ce traité de calcul vectoriel comme quelque chose étant
à la fois dans le prolongement d'une activité d'enseignant-chercheur entamée avant la Première Guerre mondiale, comme étant une publication finalement très classique pour les mathématiciens du début du XXe siècle ou même du XIXe siècle, qui, outre leurs travaux de recherche, publiaient aussi souvent des traités d'enseignement pour le supérieur. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant dans ce traité, c'est que Châtelet met en avant, par exemple dans la préface, le fait que c'est une manière pour lui d'introduire un domaine qu'il juge peu investi par les mathématiciens français. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est plus ambitieux, simplement, finalement, que de publier un cours qu'il enseigne au niveau d'une faculté, parce qu'il a la volonté assez nette, tel qu'il le dit, de hâter un peu l'apparition d'un nouvel ordre. Alors, c'est une formule ambitieuse, mais surtout de générer par un passage par les enseignants, par leurs étudiants, de convaincre de l'utilité des méthodes vectorielles pour les mathématiques et l'industrie. Et ça, ce double objectif est présent chez Châtelet. Il est renforcé par la Première Guerre mondiale et par ce qu'il voit dans le Nord des effets de la nécessité de reconstruire la région. Et d'un autre côté, je pense que c'est aussi à mettre en parallèle de ce qu'il fait dans son domaine de recherche, qui est la théorie des nombres, où il sert aussi d'intermédiaire, parce que finalement, en France, à ce moment-là, c'est un des rares à travailler dans ce sujet, et ça, Sébastien Gauthier le dit bien aussi. Il fait des conférences dans le domaine, il sert aussi de médiateur. Et donc, sur ce domaine du calcul vectoriel, qu'il présente lui-même comme étant un domaine plus investi ailleurs qu'en France, il a finalement une position un petit peu similaire. Donc la continuité, telle que je la vois là, dans ce domaine, ce n'est pas seulement entre des zones, disons des domaines d'enseignement et de recherche, et un public qu'il vise, qui est l'enseignement supérieur de fait, parce on s'adresse aux étudiants qui sont en spécial. Bon, on est vraiment déjà en train de préparer la relève mathématique en quelque sorte. Donc, mais c'est aussi dans sa manière de concevoir son activité mathématique et qui est aussi finalement dans le prolongement de sa thèse, dont certains ont dit qu'elle était très bien, mais qu'elle était surtout une synthèse pour beaucoup de choses de ce qui se faisait dans le domaine. Donc je pense que là, on a effectivement, si on regarde cet ouvrage par rapport à la conception qu'a Châtelet de ce qu'est son rôle, et son travail et de son apport, on le situe tout à fait, bien qu'il soit un traité ou un manuel scolaire, dans une gamme d'activités où il ne départ pas, même si ce sont des mathématiques appliquées et même si c'est de l'enseignement. Ensuite, il y a la période scolaire. Alors là, on rentre dans quelque chose de différent quand même en nature, puisque, comme je le disais, on va avoir affaire à des publications qui s'adressent aux enfants âgés de 5 à 18-19 ans, finalement, qui vont émaner de deux maisons d'édition plus particulièrement, la maison Bourrelier pour les enfants qui fréquentent l'enseignement primaire et la maison Bayer pour les élèves du secondaire. Alors, la manière de concevoir les rapports entre ce qui est enseigné à l'école et ce qui est enseigné à l'université ou ce qui se fait dans la recherche universitaire, ça a donné lieu à déjà un certain nombre de réflexions. Et en particulier, depuis d'ailleurs les années 1970 notamment, on a cette idée qui a été formulée par les didacticiens, et d'abord par notamment les didacticiens des mathématiques suite aux réformes des maths modernes, qu'il y aurait une transposition didactique, finalement une reprise du savoir savant créé et adapté et simplifié à un public
scolaire. Et que le rapport serait de cet ordre, finalement, quelque chose d'assez descendant, même si, quand on lit précisément les premiers travaux concernant la transposition didactique, il y a bien l'idée que l'adaptation est quand même une créative et que ce n'est pas simplement une simplification. Mais voilà, il y a ce schéma qui articule en fait la recherche, le savoir savant et ce qui est enseigné dans les établissements scolaires d'une manière descendante. Par ailleurs, les historiens de l'enseignement, en particulier les historiens des disciplines, à la suite notamment des travaux d'André Chervel, ont mis en avant une certaine autonomie du monde scolaire et le fait que la culture scolaire, les savoirs qui étaient présentés aux élèves n'avaient pas forcément besoin d'un précédent élaboré dans la sphère savante. Et que un certain nombre de disciplines, d'ailleurs, s'étaient construites pour des objectifs scolaires d'abord, et un corps de savoir avait pu être élaboré de cette manière, et finalement remonter à l'université. C'est le cas de la géographie, par exemple, qui aurait d'abord été un enseignement pour les enfants du peuple avant de se constituer en discipline académique. Donc dans un sens complètement inverse par rapport à la version transposition didactique simplifiée, disons schématique. Et on a donc deux manières d'approcher la chose un petit peu théorique. Et il me semble qu'il est aussi intéressant quand même d'aller regarder ce que les acteurs eux-mêmes, ceux qui ont été confrontés au fait de travailler à la fois pour le monde primaire ou scolaire, primaire et secondaire, et dans le milieu savant universitaire, comment eux-mêmes conceptualisaient finalement les relations entre ces deux espaces, puisqu'ils circulaient de l'un à l'autre, et ce qu'ils en retiraient. Et le cas de Châtelet est intéressant à cet égard, parce que aux archives départementales du Nord, on a une correspondance assez nourrie, émanant de lui, concernant notamment ses relations avec le milieu éditorial, et c'est là-dessus que je me suis appuyée. Et que c'est à partir de ça que j'ai commencé à regarder les choses. Donc, outre le fait que, comme je l'avais mentionné juste avant, l'expérience de l'édition primaire et secondaire offre à Châtelet, pendant le moment où il est accaparé par sa carrière administrative, outre le fait que ça lui offre la possibilité de continuer à travailler des questions mathématiques ou plus largement scientifiques, parce que la collection publiée pour le secondaire chez Bayer, c'est une collection multidiscipline scolaire, en fait, ce qui est assez intéressant. Mais outre cela, il y a des liens directs dans la manière dont il s'est inspiré de ce qu'il a découvert avec l'édition primaire pour venir nourrir sa réflexion plutôt scientifique, plutôt mathématique, d'abord et avant tout avec Bayer. Donc. Alors pourquoi je fais cette opposition? Parce que là, j'ai besoin de faire un petit point d'histoire de l'enseignement. Donc on est pendant l'entre-deux-guerres en France. À ce moment-là, l'enseignement est structuré en deux ordres assez séparés. Le primaire d'un côté, qui emmène les enfants plutôt du peuple dans une scolarité gratuite, relativement courte, sauf pour ceux qui peuvent poursuivre dans le haut enseignement primaire pour devenir, par exemple, maître d'école ou enseignant dans les écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices. Donc ce monde-là fonctionne a priori en autonomie par rapport au monde du secondaire, dans lequel les études sont payantes en partie, soumises à un examen d'entrée en 6e et qui conduisent potentiellement au baccalauréat qui ouvre la porte à l'université et qui ne concerne qu'une minorité de la population d'enfants français. Et donc, comme je le disais, ces deux mondes
fonctionnent d'une manière séparée, avec des méthodes pédagogiques différentes, avec du côté du primaire, alors des maîtres d'école qui sont quand même, au moins pour les maîtres d'école des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices spécialisés, disons, d'un côté scientifique ou d'un côté plus littéraire. C'est pas forcément, si on regarde les écoles primaires supérieures et donc les EN, on n'a pas forcément cette image du maître d'école qui faisait absolument tout partout. C'est un petit peu plus subtil que ça. Mais malgré tout, on va dire un ethos ou une culture qui favorise la pédagogie, et de l'autre côté, des enseignants dans le milieu secondaire qui sont d'abord et avant tout disciplinaires, formés dans une discipline, et parce que bien évidemment tous les professeurs en réalité de lycée n'étaient pas agrégés, mais où l'agrégation d'une discipline est le sésame pour avoir les vrais postes, et en tout cas c'est ce qui détermine la qualité scientifique de celui qui est amené à enseigner. Et entre ces deux ordres, chacun ayant sa hiérarchie et sa propre élite, puisque il y a des écoles normales supérieures du primaire qui forment l'élite du monde primaire, et de l'autre côté, Ulm qui forme l'élite du monde secondaire. Et bien, même s'il y a une hiérarchie interne, entre les deux, c'est quand même plutôt le secondaire qui a une place culturellement plus haute dans la hiérarchie et qualité des uns et des autres. Or, ce que Châtelet affirme en introduction de la collection scientifique qu'il dirige aux éditions Bayard, une collection scientifique destinée aux enseignants du secondaire et aux élèves du secondaire, c'est que finalement, ce qui doit inspirer l'enseignement, ce qui doit inspirer les professeurs, c'est de mettre en œuvre une formule qu'il désigne comme ambitieuse, proposée dans les instructions officielles pour l'enseignement primaire de France, donc préciser, simplifier, graduer, vivifier, coordonner, ce qui en soi est une sorte de... enfin, moi j'ai trouvé ça assez osé, de s'en référer aux valeurs de l'école primaire lorsque on aborde et qu'on souhaite vendre une collection de l'enseignement secondaire. Et en fait, si Châtelet connaît cette formule, c'est parce qu'il a travaillé pour l'enseignement primaire avec les éditions Bourrelier auparavant. Et ce travail qu'il a fait a vraiment nourri sa réflexion pédagogique d'une manière plus générale sur l'apprentissage des nombres par les enfants, à un moment où les échanges avec les psychologues, avec Piaget, etc., commencent à émerger dans la communauté mathématique et qui sont vraiment très forts sur les réflexions pour l'amélioration de l'enseignement mathématique après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu ça, il y a eu son engagement au sein, ou proche en tout cas, des milieux de l'éducation nouvelle, et le fait que bien, et ça c'est important de le noter, bien que chez Châtelet, la séparation en ordre de l'enseignement n'est pas à remettre en cause. Il n'est pas en train de dire qu'il faut mettre en place le collège unique, hein, disons pour faire très simplement. Mais par contre, les méthodes pédagogiques, l'approche qu'on peut avoir des maths et de l'apprentissage des nombres, qui est valable en primaire, peut être valable pour le secondaire s'entendant jusqu'aux classes préparatoires, les classes de spécial ici. Et l'autre point qui est encore également valable et qu'on peut lire par exemple dans ce courrier qu'il adresse à un de ses futurs collaborateurs, Joseph Simon, c'est, je ne sais pas si vous... la petite phrase qui arrive presque à la conclusion de cette lettre, où il dit « Quand j'ai fait imprimer mes premiers manuscrits », et là il fait référence à ces manuscrits dans l'absolu, hein, ce n'est pas juste ces manuels scolaires justement,
j'ai eu des choses bien peu lisibles. C'est en essayant de réaliser un ouvrage pour les écoles primaires que je me suis rendu compte des ressources typographiques et de leur importance, non seulement pour l'élève qui lit, mais aussi pour l'auteur qui écrit et qui arrive ainsi à obtenir une pensée claire et des formules nettes. Et je pense que grâce à la correspondance d'Albert Châtelet, on a effectivement la preuve que cette importance des ressources typographiques était pour Châtelet une réalité, parce que sa correspondance regorge de détails à la fois sur la typographie, mais plus généralement sur la forme de ces manuels scolaires. Et elle montre bien, c'est une démonstration de l'intérêt qu'Albert Châtelet portait à ces questions et de l'importance intellectuelle qu'il leur accordait en quelque sorte. Il est vraiment très précis, il commande des détails de dessin et des choses comme ça. Et je trouve qu'avec cette mention-là, c'est un peu l'affirmation de la prise de conscience de la matérialité de l'objet sur lequel on travaille pour la réflexion. Donc c'est la réflexion de l'enseignant, la réflexion du mathématicien d'une manière générale. Et ici, Joseph Simon, c'est un physicien qui prépare un cours d'optique, mais pour le scientifique en fait. Et c'est assez intéressant, ça fait écho aussi à un certain nombre de travaux qu'il y a eu en histoire des sciences qui se sont intéressés aux livres et à la place des livres et des manuels, y compris dans des disciplines très théoriques, et des outils graphiques avec lesquels même les théoriciens travaillent de fait, qui ne sont pas donc dans un monde immatériel malgré l'aspect très théorique de leur réflexion. Et je pense que pour Albert Châtelet, le passage par l'édition, et l'édition primaire qui est très attentive justement à la matérialité des manuels, avec un éditeur qui était Bourrelier, également promoteur des méthodes actives et du passage par le concret pour l'enseignement, ça a appuyé et renforcé une conviction qui aurait peut-être été là avant. Ça, c'est potentiellement soumis à débat, mais en tout cas, ça a confirmé et vraiment démontré tout l'intérêt que peut avoir, y compris pour une réflexion théorique, scientifique, pour l'auteur, comme il dit ici, la clarification de pensée a priori simple, que permet le passage à l'écrit. Et donc, c'est dans cette direction, en fait, qu'il me semble qu'il faudrait aller, parce que pour ce qui est de cette période de l'entre-deux-guerres et la collection de scientifique qui est publiée chez Bayer, il y a effectivement une extension qui nous emmène aux premières années de l'enseignement supérieur et qui retrouve finalement le même public, ou un public en tout cas similaire à quelques années de distance par rapport au calcul vectoriel, à son traité de calcul vectoriel. Ensuite, il y a une troisième étape en quelque sorte. Ah oui, voilà. Ça c'était pour vous donner une idée de cette collection, des différents titres de cette collection. Donc en 1935, donc le moment où elle démarre, et donc on a la préparation à Saint-Cyr, à Gros, les mathématiques spéciales également, qui sont intégrées dans cette collection qui démarre bien sûr en classe de 6e du secondaire. Mais, donc ça c'est pour le moment entre deux guerres. Et quand même, pour continuer la réflexion sur ce que l'édition apporte à Châtelet dans son rapport ou dans sa place dans le milieu mathématique, il faut effectivement finir par la question de ces publications qui relèvent du supérieur dans les années 1950, donc après-guerre. Donc un retour non pas aux mathématiques pour moi, mais un retour au supérieur, finalement. Et donc synthèse en arithmétique et algèbre moderne,
publié au sein de la collection Euclide dans les années 50 et même 66 pour le dernier tome qui est fini, donc qui est en fait finalisé par son fils. Synthèse un peu en décalage avec ce qu'est l'algèbre moderne des années 50 et les acteurs qui s'imposent d'une manière générale pour la France et la compréhension de ce que sont les mathématiques modernes. Mais pour Châtelet, un retour au supérieur donc, qui passe par la reprise d'un certain nombre de travaux de recherche et par la prise de direction en fait, de la section mathématiques et astronomie mathématique de la collection Euclide dans laquelle ces synthèses sont publiées. Parce qu'il commence à rédiger pour cette collection sans diriger la section qui est alors dirigée par Jean Chasy. Et donc là aussi, c'est quelque chose que je pense il faudrait une direction en tout cas que je vois pour mon travail qui est son engagement au sein de cette section à travers en fait les discussions sur les projets dont on a des traces là aussi dans les archives de Châtelet qui ne sont pas très très nombreuses mais qui permettent quand même de voir que Châtelet continue à s'intéresser beaucoup aux ouvrages introductifs et au programme des examens, ce qu'on peut mettre en rapport avec un autre aspect de sa carrière à ce moment-là, qui est qu'il intègre en 1953 d'abord une commission, la commission Laugier, de réflexion sur l'enseignement mathématique, le supérieur, je ne sais plus, et ensuite il y a une commission de réforme et de réflexion sur les premières années des programmes scientifiques et la propédeutique qu'il dirige lui-même. C'est la période où est testé la taupe atomique, en fait, etc. C'est à l'initiative des travaux de la commission dirigée par Châtelet, qui sont vraiment centrés sur ces premières années du supérieur, pour lesquelles on voit dans les réunions, les PV des réunions du comité de direction de la collection Euclide, un intérêt particulier de sa part. Donc il y a une forme d'écho en fait à chaque fois entre ce qu'il fait éditorialement et son engagement plus large qui, dans les années 50, je pense en tout cas qu'on peut l'argumenter, concerne la discipline mathématique, alors là d'une manière à la fois large, mais réellement restreinte au domaine des mathématiciens professionnels. Un domaine qui peut être très large, mais qui ne s'étend pas à sa vie, enfin à son engagement politique, citoyen, comme on pourrait l'analyser pour sa carrière dans son ensemble. Parce que dans les années 1950, on a une préoccupation générale pour le recrutement de cadres scientifiques et techniques, pour la manière de former davantage de gens capables de s'engager dans des carrières scientifiques et techniques, et en particulier pour la nécessité de former beaucoup plus de mathématiciens dans les pays occidentaux. Et là, c'est bien l'objectif de former des mathématiciens professionnels. Ce n'est pas comme on avait dans les années 30, en tout cas du côté de Châtelet, la nécessité de faire comprendre à tous les enfants, y compris les enfants qui ne font pas de carrière mathématique, qu'il y a des mathématiques partout et qu'il faut manier les nombres pour avoir une vie pleine de citoyens. Donc on revient à une préoccupation pour la discipline. Et donc, j'espère que ce n'est pas trop brouillon, parce qu'à ce stade, comme je le disais, il y a déjà des choses que j'ai travaillées, et en même temps, je les ai travaillées davantage du côté de l'histoire de l'enseignement, de l'histoire de l'édition et du rapport qu'il y a entre un engagement dans des activités éditoriales
et des choix de carrière d'une manière plus générale. Et il me semble qu'il faut continuer à réfléchir sur ce rapport, mais davantage du point de vue de la discipline mathématique, et que dans ce cas, ça pourrait se faire, comme je l'ai dit, autour de ces 3 points. D'abord, ce moment du calcul vectoriel et, disons, des mathématiques appliquées et du rôle de Châtelet de médiateur, finalement, entre une communauté scientifique mathématique française et ce qui se passe à l'étranger. Chose pour laquelle, comme je l'avais noté dans le diaporama, il y aurait des éléments grâce à sa correspondance, la correspondance avec Campé-de-Ferrier et la comparaison possible de l'ouvrage qui paraît finalement chez Gauthier-Villard avec le cours qu'il a donné à Toulouse. Ensuite, ce moment qui semble être une parenthèse, qui est la parenthèse du scolaire, mais qui peut être vu comme une source d'inspiration, non seulement d'une manière générale pour la pédagogie, qui explique son engagement auprès du ministre Jean Zay, qui explique son intérêt pour des approches pratiques de l'enseignement, etc., mais plus généralement par rapport à la manière de réfléchir des mathématiciens. Et ensuite, le chantier des programmes scientifiques au niveau supérieur, premières années du supérieur et propédeutique, à travers la réforme ou les réflexions sur les réformes des années 1950, qui sont peut-être déjà en partie influencées par son travail éditorial des années 30 avec la collection scientifique de chez Bayard, et ce qu'il voit au sein du comité de rédaction des PUF. Voilà. Donc, à ce stade, c'est pour moi plutôt exploratoire, mais ce sont 3 pistes qui me semblent prometteuses, surtout qu'il y a ce fonds d'archives qui existe et qui est particulièrement intéressant si on veut non pas venir renforcer ou discuter, continuer à discuter cette question de la scission entre monde savant et monde scolaire, mais bien voir comment un acteur vit ces articulations à travers ses choix de carrière, mais aussi comment il les conceptualise d'une manière plus générale. Voilà. Je vous remercie. On ouvre la discussion. Juste une remarque, parce que j'y pense. On a rencontré à l'Uni un étudiant de Rossana qui travaille sur Campé-de-Ferrier. Ah oui. C'était intéressant de voir, parce que je ne savais pas les relations entre Châtelet et Campé-de-Ferrier. Ça, c'est une information. Et du coup, ça me fait penser dans l'idée de voir les relations qu'un homme du milieu universitaire, enfin, on pourrait dire de la recherche en mathématiques, peut avoir avec l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et un aller-retour. Il me semble que ça serait intéressant d'avoir aussi une méthodologie de réseau et de voir dans sa communauté proche, alors là tu cites Campé, uniquement Campé, mais y a-t-il d'autres personnes que Campé-de-Ferrier, dans ses collaborateurs mathématiciens, qu'est-ce qu'ils pensent de ces actions-là de Châtelet? La communauté les mathématiciens qu'entourent Châtelet, comment ils jugent ces actions-là de Châtelet? Oui. Est-ce que c'est un pauvre type qui a arrêté pour les bourbakistes, oui. Oui. mais pour ceux qui l'entouraient directement, oui, ça, il faudrait regarder. Justement aussi la position des bourbakistes. Ouais. Enfin, est-ce que le fait que Bourbaki soit là est une incidence concrète sur la prise de position de Châtelet, de quitter la recherche pour aller vers l'administratif? Est-ce qu'il se reconnaît finalement dans les mathématiques qui se font à son époque? Enfin, pourquoi il quitte, finalement? C'est pas qu'une histoire de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand il quitte, quand en 1922, en fait, donc, il obtient son poste à la faculté des sciences de Lille. Après, il devient doyen là-bas. Donc, même au sein de la faculté des sciences, il est assez pris
par des questions finalement vite organisationnelles et administratives. Et c'est le contexte très spécial des suites de la Première Guerre mondiale dans cette région qui fait que ça lui fait une masse de travail absolument considérable parce que c'est la reconstruction de l'université qu'il faut conduire. Donc ça commence à prendre vraiment beaucoup de temps. Donc il y a un aspect conjoncturel très net, mais qui ne me semble pas lié à ce moment-là à une approche, à des approches autres. Parce que c'est après que Bourbaki commence à monter. Il quitte avant, quoi. Et ensuite, par contre, dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc, quand en 1940, il est obligé de quitter, il quitte et il est obligé, et de toute façon, vu que c'est le gouvernement de Vichy qui n'est pas du tout éducation nouvelle, donc il quitte la direction de l'enseignement secondaire. Là, il arrive à obtenir de nouveau un poste en faculté, c'est compliqué. Et quand il obtient son poste en faculté des sciences à Paris, après la Deuxième Guerre mondiale, là, ça fait grincer des dents. Parce que, justement, là, il y a l'opposition mathématique qui se joue, mais qui se joue plutôt du côté des bourbakistes, de Veil, et tout ça, parce que lui, c'est le moment où lui est revenu. Mais je pense que quand il quitte, qu'il arrête, c'est vraiment une question de temps disponible dans une journée et de la masse de travail que représente la reconstruction universitaire et scolaire dans le Nord. Et effectivement, après, mais il l'accepte. Enfin, je veux dire, ce sont des charges qu'il accepte en connaissance de cause. Et c'est pour ça que Catherine Goldstein parle d'une continuité entre son engagement citoyen et ce qu'il fait en tant que recteur, les discours qu'il donne pour la patrie, oui, il évoque la patrie, l'œuvre de la Troisième République et de l'école de la Troisième République, et la nécessité de reconstruire l'école. C'est vrai que c'est pas antagonique par rapport à ce que serait vivre une vie de scientifique de mathématiques. C'est une manière de se donner aussi et de permettre cette reconstruction. Mais c'est vrai, par contre, je pense que ça serait intéressant d'avoir chez les gens qui le fréquentent, donc il y a Campé, mais il y a Jean Chasy aussi qui l'aide à monter en fait à Lille parce qu'il avait eu un poste avant la Première Guerre mondiale à Toulouse. Donc, et après, il obtient un poste à Lille. Ça se fait en partie, en tout cas en lien avec Jean Chasy. Donc ça, on pourrait regarder de ce côté-là ce que eux pensent, sa génération finalement, et pas les bourbakistes au moment où il a cet engagement administratif finalement. Alors moi j'ai repris un élément de continuité avant la réalisation, au moment où Châtelet est encore élève à l'ENS, un peu avant la soutenance de sa thèse. En fait, il écrit un article dans l'enseignement mathématique. Sur les notes élémentaires. Alors en fait, il rapporte sur l'atelier travail du bois de l'ENS. Ah oui. Où, comme il le dit, en fait, l'objectif de l'atelier, c'est toutes les semaines, il travaille le bois sous la direction d'un ouvrier, tous les élèves en mathématiques, voilà, où il dit qu'on ne peut pas devenir mathématicien ou professeur de mathématiques si on ne sait pas manier une scie, une parleur ou un rabot. Et ça, là, en fait, il y a quand même un certain nombre d'éléments que tu mets en relation avec le passage entre l'ordre primaire et le secondaire dans l'entre-deux-guerres, mais que Châtelet dit déjà en fait quand il est élève à l'ENS, avec effectivement cet atelier qui a été créé en fait comme conséquence de la réforme de 1902, où dans la réforme de 1902, il y a un certain nombre de modifications qui rentrent dans les programmes du secondaire qui viennent de l'ordre primaire, et notamment la pratique de la géométrie sur modèle, la construction de modèles géométriques, le dessin sur modèle, etc. Tout ça, ça a été développé dans l'ordre primaire. Et ça monte, oui. Donc il y a des gens comme Darboux et Borel qui soutiennent largement ça, et petit à petit, en fait, ça passe même dans le supérieur et à l'agrégation. Raison pour laquelle à l'ENS, bon, d'abord il y a un cabinet des modèles, en fait, une sorte de laboratoire de mathématiques où ils font des modèles, mais même après un atelier de travail du bois où ils travaillent le bois, et c'est une époque où du coup dans les lycées, il y a des ouvriers qui viennent pour faire travailler les élèves le bois, quoi, en relation avec le prof de maths. Et du coup, Châtelet écrit un article de 5 pages là-dessus dans l'enseignement mathématique à l'époque où il est encore étudiant, et donc il écrit au nom, disons, des étudiants, et qui est vraiment
secondaire, il y a quelque chose qui est déjà dans sa formation. Ouais. Et notamment, il y a l'assistant de Gaston Darboux, le chef chargé de travaux graphiques en fait, de Gaston Darboux, Joseph Caron, qui en parallèle des cours de géométrie de Darboux à la fin du 19e, fait travailler le bois aux élèves. En fait, et il y a des modèles en bois de l'IHP encore aujourd'hui. D'accord. Donc il y a je pense qu'il y a voilà, il y a une continuité même encore plus ancienne oui. de ça dans le milieu, disons, des universitaires qui sont autour de la Sorbonne, de l'ENS, ouais. Qui n'est pas d'autres milieux mathématiques, là, pour le coup, qu'on peut trouver en France. Mais ce que Sébastien Gauthier écrivait de sa thèse, mais après j'ai toujours un peu peur d'extrapoler trop, c'est que même dans sa thèse, il a une attention, parce que c'est très formel en fait. Et alors bien sûr c'est la forme des tableaux de nombres, etc. Donc c'est pas, mais il a une attention à l'aspect des choses qui effectivement, je pense, alimente plus que alimente son approche intellectuelle des objets. Donc ça a pu être documenté précisément pour d'autres, comme Lebesgue. Du coup, la théorie intégrale de Lebesgue, en fait, c'est vraiment, là, du coup, les méthodes mathématiques qu'il met en œuvre pour construire son intégrale sont vraiment une formalisation de l'art du cartonnier, oui. du pliage, etc. Et ça vient directement de son enseignement pratique qu'il a eu avec Joseph Caron, en fait, dans les travaux pratiques qui accompagnaient les cours de géométrie. D'accord. Il faisait des modèles. Yannick. C'est une question naïve sur la question de la typographie, justement, parce que, enfin, je ne connais pas grand-chose sur l'histoire d'enseignement primaire à cette époque-là, mais les peu de fois où j'ai eu l'occasion de prendre les manuels de l'époque, enfin, souvent il y a des blocs sans aucun paragraphe. Enfin, c'est ça que j'ai eu l'occasion de voir. On se demande même comment ils faisaient pour rentrer. Comment ils arrivaient à lire. Comment ils arrivaient à lire. Non, mais aujourd'hui c'est hyper aéré par rapport. Est-ce que les questions typographiques, ils les voient uniquement comme du contenu où effectivement on fait un dessin pour mieux comprendre machin, ou est-ce qu'il y a y compris en termes d'organisation Non, c'est aussi l'organisation de la page. Et en fait, les manuels que publie Châtelet avec les éditions Bourrelier, c'est vraiment des... alors, on n'est pas au niveau d'aération actuel, hein, il y a encore des textes à lire, mais ils sont... la typographie hiérarchise les différents paragraphes. Il y a un recours à la couleur discret parce qu'à ce moment-là, ça coûte encore un peu cher d'imprimer quand même en couleur. Mais donc, en général, c'est noir plus une couleur. Si tu as regardé les manuels, c'est un petit orange, très souvent un petit peu un rouge orangé. Et chez Châtelet, c'est pas seulement voilà, la forme des dessins, la précision, c'est aussi l'organisation dans la page, le blanc, comment est-ce qu'on met en valeur le résultat, quelle typographie. Ça, il y a une tradition aussi de l'édition mathématique qui fait que l'attention au choix de caractères pour pouvoir faire des maths et écrire des chiffres ou des formules qui soient lisibles, c'est une difficulté pour les typographes, quoi. Donc, et là, ça se voit, en tout cas, les manuels des années 20, fin années 20, début années 30, ils sont un peu novateurs de ce point de vue-là, hein, par l'attention, et ils se démarquent un peu par rapport aux autres ouvrages qui existent pour l'enseignement, et même le manuel qui sort pour les classes enfantines, il y a beaucoup de dessins, enfin il y a des petits Mickey, du journal de Mickey, mais il y a Mickey dans le manuel de Châtelet, j'apprends les nombres, donc c'est un manuel qui est fait avec un illustrateur de jeunesse, enfin, donc on est dans une réflexion assez poussée, quoi. C'est pas juste le dessin, quelque chose comme ça. Et Châtelet connaît le nom des illustrateurs, il en suggère à ses éditeurs, enfin il est force de proposition, hein, il se met pas, enfin je pense qu'il n'avait pas l'air de se mettre en retrait sur beaucoup de choses d'une manière générale, mais en tout cas dans son rôle de directeur éditorial, c'est le pivot, hein, il n'est pas du tout en train de faire une signature de complaisance, quoi, quand il signe ses collections.
faudra vraiment qu'on organise une journée sur le journal de métier. Oui, Et je propose de remercier encore. Merci.